Les jeunes ne veulent plus travailler, les jeunes sont dans une espèce d'apathie du coup cognitive, ils veulent plus réfléchir, ils sont parfois dans le divertissement outrancièrement, et donc il y a une attitude qu'on peut qualifier d'obscure ou chaotique, c'est-à-dire de non-participation à un monde, comme si une grève de la volonté était en cours de se propager à une échelle, notamment en Occident, assez importante, et où les perspectives futures de construction semblent être peu concrètes. Derrière ce chaos, donc derrière, on va dire, cette grotte obscure qui semble, ne contenir aucune solution viable pour l'avenir, qui semble être une zone de repli presque identitaire des jeunes, en réalité, se trouvent des solutions concrètes de bonification du futur. J'aime souvent à dire cette phrase qui, pour moi, est porteuse d'un sens infini. Là où le mal abonde, la grâce surabonde. Donc, c'est une phrase de Saint Paul. Donc il y a un chaos général, on peut donner des exemples concrets d'antagonisme entre une génération précédente, du coup des 30 glorieuses qui avançaient vers la construction d'un patrimoine, vers disons le progrès technologique, et chacun y allait de sa part donnée en travaillant dans des usines, en travaillant en tant qu'ingénieur, enfin bref, il y avait toutes ces possibilités-là. La question est que maintenant, avec ce chaos, cette mise en suspens de la volonté, notamment des jeunes, notamment, on peut aussi imaginer des formes d'expression artistique, musicale, qui sont très 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 chaotiques, simplement du point de vue même de la résonance. On peut penser à des musiques comme le rap, à des musiques comme le métal, où on sent bien qu'il y a quelque chose de contestataire et de peu constructif qui relève d'un espèce de consentement au chaos. Disons que ce relâchement qu'on observe chez les jeunes consiste en une espèce de contestation improductive qui a sa raison d'être. En quoi celle-ci a une raison d'être? Le côté aveuglément productif des générations d'avant, qui consistait à mettre sur rail, du coup, vouloir mettre sur rail les enfants vers une direction donnée de production, tiens, va, travaille, du coup, obtiens éventuellement à terme ton crédit pour avoir sur 30 ans ta maison, et puis fais tes enfants, et puis le monde dans lequel tu vis te fournira par ailleurs de quoi te satisfaire dans le divertissement ou autre. Et évidemment, cette mécanisation-là, elle est comme supposément une fin de l'histoire. Donc, on propose à des jeunes de rentrer dans un train dont la destination, c'est-à-dire dont le résultat, est d'ailleurs perceptible par les enfants à qui on suggère de le faire, par le comportement qu'on peut souvent qualifier et identifier de névrotique des parents. Névrotique on voit bien la consommation d'anxiolytiques, la consommation souvent excessive d'alcool, dans la nervosité, dans une espèce de mentalité, visiblement parasitée par les impératifs, jamais de relâchement, jamais de paisibilité. Et donc, intuitivement, les jeunes vont préférer se replier dans un chaos ponctuel que dans une direction dont ils perçoivent intuitivement les résultats, sinon délétères, ou au moins non souhaitables, c'est-à-dire qui ne relève pas d'un exemple qui peut susciter le désir de s'y diriger, avec, foi et avec on pourrait dire crédulité, quoi. Non, on peut pas. Il y a une espèce de réflexe conservateur de quelque chose chez les jeunes qui tend à les enfermer dans un espèce de chaos artistique ou autre, que réprouvent à l'évidence les parents qui voudraient bien avoir ces jeunes-là reprendre sagement le chemin d'une destinée conventionnelle. Eh bien, ce fameux chaos-là, cet état ponctuel arrêté ou tout au moins non efficace, non utile, non productif, et correspond à l'arrivée à une situation de latence, donc une période de latence qui permet une réflexion, c'est-à-dire comme dans une espèce de labyrinthe obscur, où les jeunes ont la responsabilité de tuer le minotaure qui a été, du coup, mis là par les parents. Alors, le minotaure, qui il est?
Le Minotaure, c'est évidemment la conjonction de toutes ces énergies auxquelles les générations d'avant ont consenti, de stress, d'impératifs de consommation, comment on pourrait dire ça, de peur presque naturalisée où la tension est presque permanente, c'est névrotique. Et du coup, les enfants vont devoir rentrer, c'est une image, hein, dans le labyrinthe qui est finalement le leur, parce que finalement le Minotaure a été transmis presque génétiquement par des parents aux enfants. Ils vont devoir, pendant cette période chaotique-là, aller au bout de cet enfer pour tuer, disons, ce prototype anthropologique qu'est l'homme moderne. C'est-à-dire l'homme totalement déterminé et du coup, je dirais, encouragé ou simplement orienté par la peur de l'échec, et donc par ce biais-là prêt à adhérer à toutes les doctrines informationnelles, consuméristes, capitalistes qu'on lui impose, simplement pour rentrer dans les clous. Et donc ça, certaines générations depuis l'après-guerre y ont consenti, seulement cette peur, du coup, a engendré un cumulatif d'énergie qui s'est transmis de génération en génération, et que la génération d'aujourd'hui a à charge d'affronter. Donc ce chaos, pour le résumer, est ni plus ni moins qu'un labyrinthe dans lequel se trouve le Minotaure, qui est un peu le golem créé par les parents de la peur de l'échec, la peur de ne pas avoir son petit patrimoine, sa petite maison, sa petite femme et sa famille. Et les enfants, les générations ont à charge de combattre ce golem, et derrière ce golem, ce Minotaure, s'ouvrira la nouvelle voie, qui sera une voie dispensée, disons, de ce combustible qu'est la peur quant au sens de leur action, et dans cette voie, au travers et à l'issue de cette voie, un nouvel homme émergera, qui lui aura pour combustible non plus la peur de l'échec, mais la foi en le nouveau, la foi en quelque chose, en une réalité qui n'est pas dépendante d'une contrainte de tension permanente qui, semble-t-il, serait considérée comme naturelle, nécessaire et inévitable. C'est faux. C'est faux. Et donc, derrière ce chaos, il y a un Minotaure, et une fois qu'on l'aura tué, une nouvelle voie nous sera proposée. C'est une certitude. Alors, par conséquent, faut-il supposer que ce chaos correspond à une restauration radicale, donc une bifurcation, un changement qui ne prendrait pas en compte certains acquis des générations d'avant, c'est-à-dire certaines choses favorables qui seraient judicieux et utiles d'emporter vers cette nouvelle direction, ou s'agit-il d'un retournement radical de perspective qui annule, ou plutôt qui réprouve la temporalité ou la génération d'avant au bénéfice d'une nouvelle qui y serait opposée? Je crois qu'en réalité, malgré le constat que je fais, à savoir d'une hyper-nervosité qui s'est transmise chez les enfants et qui les oblige à combattre ce Minotaure, afin d'ouvrir la voie d'une nouvelle épopée humaine, en réalité, il y a des bonnes choses qui ont été du coup créées, notamment cette quête du coup consistant à dégager du temps de loisir et dégager du temps de surplus à la production. C'est-à-dire que finalement, si on réfléchit aux raisons antérieures qui ont encouragé, ou plutôt justifié la délocalisation du coup de l'homme dans les zones rurales, donc l'homme paysan pour devenir l'homme ouvrier, la justification qui était suggérée, c'était si vous travaillez là, dans les usines, et vos enfants travaillent dans les usines, et vos enfants de vos enfants, il se peut que les générations d'après, du coup, n'aient plus à travailler, et pourront vivre dans une espèce de cadre comme ça, où on serait dispensé de se nourrir à la sueur du front, et où on aurait, par les forces productives, dégagé, du coup, des conditions favorables de loisirs, où l'homme pourrait se cultiver, être dans les arts, se spiritualiser, peut-être même être dans une forme de contemplation, de sagesse. C'était ça qui était contenu en réalité au départ de plan industriel, dans l'argumentation qui conduisait, qui proposait aux gens de passer du coup du travail agraire, du travail rural au travail industriel. Et donc, ce qu'il y a de bien dans l'argument, c'est que finalement, ils ont admis l'idée qu'on travaille, d'ailleurs c'est toujours une posture récurrente chez ces générations-là,
on travaille pour obtenir des choses. Donc, pour obtenir une belle voiture, une belle maison et du temps de loisir. D'accord ? Et l'accréditation de ce temps de loisir, du coup, c'est-à-dire l'idée qu'on peut être quelqu'un indépendamment de la production et que par ailleurs, en étant bien productif, on se déculpabilise du temps dont on dispose de loisirs pour en jouir et en bénéficier de façon totale et on pourrait dire même de façon agréable et dépourvu, disons, de sentiments envahissants, de culpabilité. Donc l'idée est celle-ci, c'est que le monde du loisir s'est étendu aujourd'hui, mais il s'est étendu dans ce qu'on appelle la sphère du libidinal. C'est-à-dire en gros le jeu, le ludique, donc jouer les jeux vidéo, le sport et la sexualité. Donc est contenu dans l'émergence, donc dans l'épopée capitaliste moderne, l'émergence du coup d'une possibilité oisive et surtout de jouissance, on va dire hormonale, d'essence à travers du coup à la fois le sexe ou plus généralement la notion de jeu et d'évasion. Ça veut dire qu'on a ouvert la voie à l'idée que l'homme pouvait s'établir en dehors de ses impératifs humains consistant à produire et à se reproduire. Et donc la fonction nécessaire, ou plutôt le nécessaire des générations d'après, c'est en constatant que cette hyper-normalisation du libidinal, donc on voit bien le côté libéral-libertaire, donc que l'homme est un être de jouissance, et dès lors qu'il dispose de temps en dehors de ses impératifs, il doit jouir. Et on voit bien que ça a conduit à une détérioration des mœurs, détérioration du coup de l'équilibre familial, et les générations qui arrivent sentent intuitivement que l'usage de ce temps oisif et de jouissance a eu des conséquences néfastes sur l'équilibre et sur la stabilité à la fois émotionnelle et éthique de l'homme. Et donc, ce qu'il y a de bien, c'est que ce temps-là aujourd'hui, qui est utilisé pour le moment à des fins récréatives et compulsives, peut être envisagé comme un espace disponible de sublimation du coup de la nature humaine. Donc, vers, on pourrait dire une mystification ou une amélioration de sagesse, une sublimation de l'humain qui, ne cherchant plus dans l'appropriation matérielle et dans la jouissance compulsive à compenser du coup la restriction et du coup l'aliénation produite par le travail, parce que on veut jouir, on veut être roi parce qu'on est esclave. Si je suis esclave 5 jours par semaine, il me reste 2 jours pour jouir de façon compulsive d'un temps qui m'est donné. Imaginez-vous maintenant, si ce temps-là n'est plus un temps de coercition, je parle des 5 jours par semaine, et qu'il n'y a plus à compenser par une hyperstimulation des sens, le sentiment de désappropriation de soi. Imaginez quel type d'orientation pourrait-on donner à cette énergie-là, qui pour l'instant reste encloisonnée dans des projections sexuelles, dans des projections d'union, on pourrait dire, matérielles, biologiques, suscitant peut-être la jouissance, mais bien souvent le déséquilibre. Imaginez-vous que cette énergie-là puisse être réorientée, non plus dans une communion factice des corps, mais dans une réunification des éléments psychologiques laissés du coup divisés, à savoir l'âme du coup divisée avec ses peurs, et si on saurait unir nos peurs, c'est-à-dire sublimer du coup tout ce qui relève de la peur de l'abandon, de la peur de l'échec, de la peur de la non-inclusion, et que celle-ci deviendrait assimilable, on pourrait la sublimer vers une direction future à laquelle tout le monde peut croire. Il se trouve que cette libido-là ne servirait plus à être du coup éjectée comme une compulsion de compensation à l'aliénation, mais possiblement du coup orientée vers une réelle amélioration de ce qu'est l'humain. C'est ça la possibilité. Et là on retrouve des thèses de Bergson qui laissent à supposer qu'en réalité l'homme pourra enfin regarder vers le ciel, vers les étoiles, vers une idée positive de ce qu'il est, contemplative, et du coup une extension de ses dons et de ses qualités encore insoupçonnées, que dans la mesure où il ne sera plus obligé de maintenir les yeux vers la terre. Et ses yeux souvent sont maintenus vers la terre, très proche d'elle, par le fait d'une main qui s'est posée sur la tête de la personne et qui veut la maintenir dans la boue. Voilà pourquoi ce chaos-là est nécessaire pour une restauration, un réinvestissement de certaines forces instinctives qui, mises à profit d'une perspective nouvelle de l'humanité, donc moins compulsive, moins axée sur l'évacuation de tensions suscitées par l'aliénation, il y a fort à parier que celle-ci pourra produire une humanité nouvelle, insoupçonnée, et être
probablement le facteur d'évolution le plus propice, le plus judicieux et, a priori, le plus probable.